Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le démarrage d'une énorme semaine en termes de flux de nouvelles pour les investisseurs, avec à la fois de la macro, des décisions de banque centrale et des résultats microéconomiques. La macro avec les premières estimations de croissance trimestrielle qui sont attendues pour différents pays d'Europe. Pour le 4e trimestre, on a déjà eu ce matin la première estimation de la croissance allemande pour cette fin d'année 2022 sur la période octobre-décembre, avec une contraction surprise de la production et de l'activité en Allemagne, moins 0,2% pour la première estimation de croissance allemande au Q4, avec, notons-le quand même, un chiffre sur le trimestre précédent qui a été révisé à la hausse, passant de plus 0,4 à plus 0,5% dans cette nouvelle estimation de la croissance allemande pour le 3e trimestre. La croissance française et la croissance pour l'ensemble de la zone euro au Q4 seront publiées également cette semaine. Nous aurons également les premières estimations d'inflation pour la zone euro et différents pays de la zone euro pour le mois de janvier. À ce titre, notez que la première estimation d'inflation en Espagne pour le mois de janvier montre qu'on atteint peut-être un plateau dans le rythme de désinflation. Le chiffre d'inflation publié pour l'Espagne ressort effectivement au-delà des attentes. Nous aurons l'emploi américain en fin de semaine pour le mois de janvier, le chiffre global qui sera publié ce vendredi à 14h30, et les banques centrales donc qui entrent à nouveau en piste en ce début d'année 2023 avec la décision de la Fed attendue mercredi soir et les décisions de la Banque d'Angleterre et de la Banque Centrale Européenne bien sûr prévues ce jeudi. Et enfin le front microéconomique, je le disais, avec les poids lourds américains de la technologie qui publieront cette semaine. Meta est attendu mercredi après la clôture de Wall Street, et puis la journée de jeudi concentrera les résultats d'Apple, d'Alphabet ou encore d'Amazon, là aussi après la clôture des marchés américains. Notez du côté du CAC 40 que nous aurons les publications cette semaine de Dassault Systèmes, de Publicis ou encore de Sanofi. Le plan de trading, plus que jamais indispensable dans ce contexte, avec un flux de nouvelles intense devant nous et des marchés qui font mieux que résister. Les marchés européens ont encore affiché une semaine positive la semaine dernière et le CAC 40 tient ses niveaux au-delà des 7000 points. Quel type de consolidation peut-on attendre dans cet environnement de marché? Nous évoquerons le plan de trading avec les équipes d'IG dans quelques instants. Et puis un sujet à la frontière de l'investissement et de la question industrielle également, de la gestion d'actifs en France et en Europe. Nous parlerons du thème de l'investissement crossover, ces investisseurs qui sont capables d'accompagner des sociétés de leur naissance dans les financements non cotés notamment, jusqu'à l'introduction en bourse. Ce type d'investissement se développe de plus en plus venant du monde anglo-saxon vers l'Europe, et c'est évidemment un sujet clé pour le financement de l'innovation en Europe, avec également la question de la souveraineté qui est adressée par cet investissement crossover. Nous quantifierons un petit peu cet investissement crossover à travers l'Europe. Quelle est la ligne de conduite que les investisseurs crossover se fixent dans cet environnement de marché? Nous en parlerons avec les équipes de Revalia et l'une des associées fondatrices de Revalia qui sera en plateau avec nous pendant cette demi-heure. Mais d'abord, les enjeux techniques de marché au démarrage de cette semaine qui sera intense en matière de nouvelles pour les investisseurs. Et Vincent Bois est à nos côtés, analyste chez IG pour le plan de trading de Smart Bourse. Bonjour et bienvenue Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, effectivement, c'est toujours la question de la consolidation. Quelle forme une consolidation pourrait-elle prendre en Europe? Quel niveau de retracement peut-on espérer après le démarrage et le mois de janvier record qu'on connaît pour les actions et les actions européennes notamment, puisqu'on est sur des performances quasiment à 2 chiffres, plus 10% quasiment pour les indices actions en Europe depuis le 1er janvier. Tout à fait, belle performance, surtout le CAC, pas loin de son plus haut historique. Il a mis 20 ans à le retrouver et puis finalement, quelques mois ont suffi ici en 2022-2023 pour y retourner. Mais il faudrait quand même une consolidation, il y a encore des risques, beaucoup de risques. Mais peut-être que cette semaine va être justement permettre de savoir si finalement ce rebond est justifié, même s'il est important, ou si au contraire il faut quand même se poser d'autres questions sur les mois à venir,
sur cette récession ou non, puisque le PIB allemand nous a montré qu'il y a quand même un risque. Donc un retracement qu'on attend maintenant depuis un certain temps pourrait permettre justement de se poser les bonnes questions et de vérifier si tout est justement justifié. Au niveau des niveaux, on va aller chercher peut-être les 6800, on est sur ce qu'on appelle un double top actuellement sur le CAC, et donc qui pourrait permettre d'aller chercher les 6800 points. Sous ce niveau, en revanche, attention à l'accélération baissière. Donc, c'est là que ça va se décider finalement, si on a une consolidation vers les 6800, pour valider ce maintien technique et pour valider finalement que tout est plutôt positif. Je rappelle, pourquoi est-ce qu'on attend une consolidation ? Il y a ceux qui n'ont pas profité du rebond, et on peut imaginer que ce rebond, de par sa violence, sa vitesse, a laissé beaucoup de monde sur le côté. Et puis il y a ceux qui en ont profité et qui aimeraient bien aussi une petite respiration d'une certaine manière pour pouvoir continuer de prendre position dans cette tendance beaucoup plus favorable depuis plusieurs mois en Europe. Tout le monde veut une consolidation. Tout à fait, tout le monde veut une consolidation, et puis il y a aussi de savoir si c'est réellement une consolidation ou plutôt un risque qui revient sur le marché. Mais c'est vrai que beaucoup de monde a été surpris par cette accélération importante qui est partie en octobre de la réouverture de la Chine, et puis qui petit à petit avec l'inflation s'est poursuivie. Je rappelle, en termes de flux de collecte, on vient de voir une deuxième semaine de flux positif en termes de collecte sur les fonds Action Europe après 48 semaines de décollecte consécutive. Voilà. 2 semaines de collecte pour 48 semaines de décollecte. Ça montre quand même le positionnement et la sous-pondération des investisseurs par rapport à la thématique européenne notamment. Tout à fait, oui. C'est vrai qu'en Europe, beaucoup ont été surpris, mais il reste encore beaucoup de liquidités. Beaucoup sont sortis du marché assez tôt en attendant justement le rebond. Mais peut-être est-il un peu tôt, c'est ce qu'on se pose comme question depuis plusieurs semaines. Il se poursuit. Donc je pense que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de rendez-vous entre la Fed, peut-être la BCE moins de surprises. La Fed pourrait se montrer un peu plus dure qu'anticipé, puisqu'on est déjà sur 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année, sans récession. Donc il y a l'un ou l'autre. Les deux ne vont sûrement pas arriver en même temps. Et donc peut-être un retour en arrière, une consolidation sur le CAC 6800. Et puis si réellement les risques continuent, eh bien on pourrait aller plus loin et aller chercher les 6500 points. Partant des 7000 points et plus sur lesquels on trouve le CAC 40 ce matin encore, au début de cette semaine, Vincent, si on regarde un graphique avec une vue journalière du CAC, quel pourrait être le chemin, quels pourraient être les niveaux à surveiller pour constater une consolidation et un retracement du CAC ? Justement, si on allait sur les 6800 points, pour repartir à la hausse, ça permettrait d'arriver aussi sur une moyenne mobile, donc un indicateur technique plutôt pertinent, et de rebondir sur ce niveau pour valider le retour haussier. Si en revanche, eh bien, on reprend en considération qu'il y a encore des risques face à l'inflation qui peut rebondir, face aux politiques monétaires qui peuvent rester, et face également aux risques de récession, qui sont à peine pris en compte pour le moment. Eh bien, on peut casser ces 6800, et au niveau technique, comme je le disais, on peut aller chercher les 6450, 6500 points, qui est un niveau technique important. C'est là où on a hésité donc en fin d'année avant de repartir à la hausse. Donc, en dessous de ce niveau, en revanche, eh bien, c'est qu'effectivement, les marchés sont allés un peu vite, et donc eh bien, ce risque de récession reprend, ce risque peut-être d'inflation également rebondit, puisqu'on va reparler probablement du gaz un peu plus loin dans l'année, qui pour le moment est en chute libre et qui permet d'avoir une perspective un peu meilleure que prévu. Bon, les marchés vivent dans une perception assez idéale de la situation depuis quelques semaines. Effectivement, ce scénario Goldilocks peut à un moment se dérégler de part et d'autre, soit du côté de l'inflation, soit du côté de la croissance. On surveillera à ce titre les réunions de Banque centrale évidemment cette semaine, les premières estimations de croissance pour le 4e trimestre en Europe, ainsi que les premières estimations d'inflation pour les pays de la zone euro au mois de janvier. Si on regarde la partie américaine, la semaine dernière a été plutôt une semaine favorable pour les indices américains, avec, il faut le noter, un rattrapage du Nasdaq qui a été assez conséquent après un début d'année plutôt médiocre pour la partie américaine comparé à la partie européenne. Oui, tout à fait. Le Nasdaq, c'est plutôt le Dow Jones qui en avait profité, qui est un peu comme le CAC, est assez proche de ses plus hauts historiques. Et le Nasdaq a été fortement vendu. Mais un retour haussier pour le moment. Beaucoup de sociétés qui ont, les sociétés les plus shortées, les plus vendues à découvert, qui sont reparties à la hausse. Je pense à Shopify qui a pris 100%, 110% depuis la fin de l'année dernière. Donc ce type de société qu'il faut quand même surveiller. Ça montre un peu qu'il y a quand même beaucoup d'euphorie et que ce type de société peut repartir à la baisse. Après, les mastodontes, eh bien, ça va être le test cette semaine. Apple, Amazon, Alphabet le même jour, ça va probablement donner le ton. Si les résultats et les perspectives sont bonnes, on peut avoir une accélération haussière sur le Nasdaq. Mais pour le moment, il est peut-être un peu tôt, étant donné les messages plutôt contraires qu'on a eus durant les dernières semaines. Donc attention. Et sur le S&P, eh bien, il y a quand même des données ou des valeurs technologiques qui ont permis également de rebondir. On a cassé cette
cette tendance finalement, cette droite de tendance qu'on a depuis l'année dernière, depuis 2021, et qui dirige finalement ce marché baissier. Première cassure qui peut justement permettre d'accélérer. Au-delà des 4100, on peut avoir un retour haussier plutôt durable. Ici, il faut une consolidation. Et pour rebondir, on a l'ancienne résistance oblique qui pourrait jouer le rôle de support et qui pourrait, si on se maintient, valider cette tendance haussière. Un retour en dessous pourrait être visible, bien sûr, parce qu'on est allé quand même assez loin, sans avoir de confirmation que tout était en ordre, finalement, sur les marchés, sur l'inflation. Donc un retour sous ce niveau, on peut aller chercher les 3800 points. Un peu comme le CAC, c'était le niveau d'hésitation qu'on a eu en fin d'année avant de reprendre la tendance haussière. Donc voilà un peu les niveaux qu'on va surveiller. C'est surtout un retour sur les 3950, cette oblique qui va déterminer au niveau technique, en tout cas, si on reprend à la hausse ou si finalement on est allé un peu vite. Bon, l'enjeu du retracement, de la consolidation pour les indices actions en Europe et aux États-Unis avec cette semaine chargée, on le rappelle, sur le front des nouvelles pour les investisseurs, macroéconomiques, banque centrale, microéconomie, tout y sera dans les prochains jours. Que nous dit le marché des métaux précieux et le marché de l'or également, qu'on suit avec vous, notamment, Vincent. C'est vrai que c'est un marché, l'once d'or, s'est réveillé de manière assez spectaculaire au fur et à mesure que le marché anticipait la fin du choc inflationniste, pour dire les choses. En effet, tout à fait. On a vu les taux qui ont baissé, on a vu le dollar américain qui a bien aidé les métaux, et notamment l'or. On voyait que les banques centrales également se mettaient à racheter de l'or. Donc il y a des nouvelles plutôt sur la structure du marché, sur de la demande, et puis la baisse du dollar américain qui a fortement aidé le cours de l'or. On est passé de 1620 $ à 1920 $. Donc en quelques mois, ce qui est très positif. Mais si le cours du dollar venait à se retourner, si justement on avait cette consolidation qui pourrait durer un petit peu plus, le dollar américain probablement progresserait assez fortement. S'il y avait peut-être une Fed qui voyait des taux un peu plus loin que 5%, les taux obligataires pourraient également rebondir. Et donc, ce qui nous amènerait à une consolidation, un retour en arrière sur l'or. On est allé loin, on a eu quasiment des semaines dans le vert depuis ici fin novembre. Donc un retour en arrière de la même façon sur des niveaux comme les 1800 $, qui est un niveau technique très important que l'on suit depuis un certain temps, si nous avions un fort risque et donc une forte accélération, peut-être court terme, mais assez forte du dollar américain, qui permettrait par la suite, de la même façon, de reprendre la tendance haussière, qui paraît plutôt bien partie. On peut aller chercher de nouveaux plus hauts historiques sur le cours de l'or. Tout va dépendre du dollar américain. Et à court terme, on a quand même l'événement principal qui peut faire bouger le dollar, c'est la Fed mercredi. Et donc, il pourrait y avoir un vent violent, un retour en arrière sur l'or et se permettre finalement aux personnes qui ne sont pas rentrées de rentrer dans cet actif. Bon. 1,09 quand même, un niveau tenu là sur la parité euro-dollar contre 0,95 il y a encore 4-5 mois pour cette même parité. Là aussi, le monde a changé assez vite de ce point de vue-là. Merci beaucoup Vincent. Vincent Bois qui est avec nous et les équipes d'IG qui nous accompagnent chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour le plan de trading de Smart Bourse. Venons-en à la logique d'investissement entre le monde du non-coté et le monde coté. Les frontières sont en train de s'estomper à vitesse grand V. C'est un sujet qu'on arrive à traiter de manière récurrente dans Smart Bourse sous l'angle quasi industriel. Et ce sont les équipes de Revalia, associée et cofondatrice de Revalia, Alice Albizati, qui est avec nous en plateau pour en parler. Alice, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Revalia, qui est une société d'investissement crossover, tel que vous vous définissez, Alice. On va parler évidemment de ce que fait Revalia dans le monde de l'investissement et du financement de l'innovation en Europe. C'est votre ADN de départ. La société a été fondée en 2018. Mais le point pertinent qui vous amène aujourd'hui, c'est justement de quantifier ce que représente l'investissement crossover. Et à ce titre, vous avez publié un premier rapport sur l'investissement crossover en Europe. Qu'est-ce qu'il faut savoir de l'investissement crossover ? De quoi parle-t-on et Alice ? Et quels sont les enseignements justement de ce premier rapport sur la taille que représente ce type d'investissement en Europe aujourd'hui? Oui, alors nous on a l'univers du crossover, c'est un univers qui nous intéresse en tant qu'investisseurs dans la technologie et dans la technologie durable parce que si on prend un pas de recul, les sociétés les plus valorisées dans le monde sont, on le sait très bien, des sociétés technologiques cotées en bourse. Et donc, réussir à accompagner les sociétés vers l'introduction en bourse, c'est un sujet clé. On s'est rendu compte qu'il y avait d'une part
peu de connaissances sur ce terme crossover. Donc, on a voulu aider à donner des définitions et à expliquer qui sont ces acteurs clés. Et ensuite, on s'est rendu compte que cette tendance, qui est une tendance qui vient des États-Unis, est en train de prendre son essor en Europe. Et donc, on a cherché à contribuer, à mettre l'accent sur quelles sont les tendances et comment est-ce qu'on peut quantifier ça en Europe. Donc, le crossover, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les investisseurs qui ont cette capacité d'accompagner les sociétés du monde du non-coté vers le côté, vous l'avez expliqué. Il y a différentes typologies d'investisseurs, que ce soit des fonds de private equity. À l'exemple, on peut citer comme exemple, par exemple, TCV, Technology Crossover Venture, qui avait pu accompagner Netflix en série C, et ensuite qui a pu accompagner la société jusqu'à son introduction en bourse, qui avait été faite avec une valorisation de $1 par action, qui est montée à $700 par action. Donc on voit qu'il y a eu de la création de valeur significative post-IPO. Voilà, oui, c'est ça. Post-IPO. Il y a une deuxième typologie d'investisseurs crossover qui sont des hedge funds, donc, qui à l'inverse, eux, viennent plutôt du monde des marchés cotés et qui sont de plus en plus allés vers le pré-introduction en bourse et de plus en plus tôt dans le pré-introduction en bourse, en disant que d'avoir cette capacité d'identifier ces sociétés très tôt et de les accompagner, ça permettait d'être encore plus pertinent dans les analyses et de les accompagner et de réussir ces introductions en bourse. Et donc ça, toute cette catégorie de hedge funds, c'est des gens comme par exemple Lone Pine, qui ont pu investir dans Algolia, une société créée en France initialement il y a quelques temps, en perspective à moyen terme d'une introduction en bourse. Donc il y a cette deux typologies d'investisseurs. On a aussi des anchor investors ou des corner investors qui jouent un rôle clé au moment de l'introduction en bourse. Des investisseurs pierre angulaire, voilà, c'est pierre ça. angulaire qui vont pouvoir remplir les books et pouvoir donner un effet de signal fort au moment de l'introduction en bourse. Parce que bien sûr que d'aller voir de nouveaux investisseurs en leur disant « mon book est déjà plein par mes investisseurs historiques », ça nous rend beaucoup plus fort que d'aller dire « je raconte mon histoire, mais en fait, il y a tout à remplir ». Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une diversité d'investisseurs qui vont du côté au non-côté, ou inversement. C'est dans les deux sens. Hein. Voilà, la frontière, elle tombe dans les deux sens. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça vient... déjà, c'est un phénomène qui est en forte croissance. Sur les 5 dernières années, c'est dans le monde un quart des capitaux levés par des sociétés dans le capital risque qui ont été faits par des investisseurs crossover. Donc c'est 10% des tours, mais 25% des montants, parce que ces investisseurs crossover se positionnent sur des tours de taille significative. Et donc ça, c'est la moyenne sur les 5 dernières années. 2021, ça a été une année record. En 2021, c'est un tiers des montants investis dans la technologie, dans le capital risque, qui ont été faits par des fonds crossover. Donc ça a été vraiment une croissance significative. En Europe, on a également suivi cette tendance. Donc 2021, on a eu une entrée massive de hedge funds crossover en Europe, donc des gens comme Cotu, comme Tiger, qui ont pu financer des sociétés comme Dataiku, par exemple, ou Alan. En 2021, c'est 26% des tours de capital risque qui ont été faits par des fonds crossover, sachant que 5 ans plus tôt, c'était que 13%. Donc on a aussi eu beaucoup d'intérêt tiré par ces fonds, avec 2022 une légère baisse, puisque en 2022, l'impact de la baisse des sociétés cotées sur les marchés boursiers s'est fait ressentir sur cet univers crossover. Mais néanmoins, on est sur quelque chose de porteur. C'est les années précédentes qui montrent bien la tendance et la montée en puissance de ces catégories d'investisseurs, notamment dans les levées de fonds réalisées par le capital risque. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui fait la richesse de cet investissement crossover ? Et on peut prendre l'exemple de Revalia, bien sûr, de ce point de vue-là, donc avec l'idée qu'on fait tomber les barrières entre non-coté et coté. En quoi l'expertise qu'on peut avoir dans le non-coté, et c'est votre expertise originelle, en quoi cette expertise enrichit l'expertise ou la conduite d'une stratégie qui irait jusqu'au marché de capitaux liquides, cotés. En fait, la chance qu'on a dans le non-coté, c'est qu'on a accès à beaucoup d'informations et qu'on peut creuser et on est très proche de nos sociétés en portefeuille. Et donc, cette analyse très fine des sociétés avant l'introduction en bourse, elle est bénéfique pour pouvoir comprendre très finement les tendances et les suivre ensuite une fois que ces sociétés se sont introduites en bourse. Donc, une introduction en bourse, ça ne se prépare pas du jour au lendemain. On le sait, il faut plusieurs mois, voire plusieurs années pour la préparer. Et donc, un des rôles clés de ces investisseurs, c'est d'aider à l'accompagnement
de la préparation de l'introduction en bourse. Donc nous, chez Reveilla, on a 15 sociétés en portefeuille. On en a 2 qui ont dépassé la barre des 100 millions de revenus récurrents. C'est Algolia et Aircall. Et donc ça, c'est des sociétés qui pourraient, à moyen terme, être potentiellement éligibles à une introduction en bourse ou à une sortie la plus ambitieuse possible. Et donc, un des rôles, c'est accompagner les sociétés, notamment sur les sujets ESG. Et donc, la gouvernance, ça va être un des éléments clés sur la préparation de l'introduction en bourse. Donc, ajouter des board members indépendants, aider à mettre en place des meilleures pratiques en termes de compliance. Et ensuite, une autre caractéristique, c'est de pouvoir avoir un dialogue très régulier avec ces asset managers, parce que l'introduction en bourse ne sera réussie que si les marchés cotés s'intéressent à cela. On sait qu'en Europe, on a encore quelques années de retard par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Donc c'est un retard qui est en train d'être comblé, notamment avec des initiatives de place, avec Euronext qui a lancé son initiative TechShare, avec notamment BPI France qui a lancé une initiative sur les investisseurs Cornerstone. Donc il y a des initiatives, mais il y a encore du travail à faire. Et donc, de pouvoir avoir ce dialogue, comme nous, on le fait chez Reveilla, où on a, au sein de notre comité d'investissement consultatif, un gérant des marchés cotés qui va en permanence pouvoir nous donner les benchmarks par rapport aux sociétés cotées, ça va être très riche. Ça change tout par rapport... Non, mais d'avoir, quand on est investisseur non coté, d'avoir cette perspective de l'IPO et de plus se dire, mon dossier, je le porte quelques années... Mon objectif en tant qu'investisseur est de maximiser évidemment la création de valeur ajoutée, maximiser le profit pour mes partenaires qui m'accompagnent dans cet investissement, jusqu'à l'IPO. Après, c'est une autre histoire, c'est plus la mienne. De plus avoir cette vision et cette échéance fermée de l'introduction en bourse quand on est investisseur dans le venture, dans le growth, dans le private equity, ça change beaucoup de choses dans la manière dont on investit, Alice. Disons que ça nous ouvre un champ des possibles qui est encore plus large et ça nous donne une perspective de long terme. On sait qu'en tant qu'investisseur, quand on a repéré une société qui fonctionne très bien, qui est bien gérée, qui est sur un bon marché, notre intérêt, c'est de pouvoir l'accompagner le plus longtemps possible et de se dire que l'introduction en bourse, c'est une étape, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Donc oui, ça nous rend plus pertinents, ça nous donne cette vision plus long terme et ça nous rend plus intéressants dans nos outils pour réinvestir dans la société au fur et à mesure. Donc, ça veut dire que l'introduction en bourse n'est plus vue comme étant un point de sortie qu'on doit absolument maximiser au profit de ses investissements et de ses partenaires, mais un point d'étape. Voilà, c'est une étape clé. C'est pas, toutes les sociétés ne vont pas se diriger vers une introduction en bourse. Ça reste quand même une minorité des sociétés qui s'orientent vers cette trajectoire-là, mais c'est un point d'étape qu'on essaye d'accompagner le mieux possible. Ouais. Et ce dialogue, vous le voyez se nouer, parce que je discute beaucoup avec des asset managers, et notamment dans le monde boursier. Je vous la fais courte, mais ils sont encore vent debout contre les valorisations qu'on leur propose pour des introductions en bourse, après plusieurs tours de table qui se sont effectués dans le monde non coté, avec beaucoup de maximisation, beaucoup de création de valeur à chaque fois. Et au moment de l'introduction en bourse, on se retrouve avec des valos où... franchement, les professionnels de l'investissement disent je ne peux pas, c'est pas possible. Et ça, c'est quand même un point, c'est un frein qui empêche aussi, l'émergence de réels succès boursiers de la French Tech. Non, c'est une très bonne question et c'est sûr que ce sujet de créer des champions mondiaux, il doit être pris en compte et il doit être réfléchi à toutes les étapes de la chaîne de financement. Et donc, ces champions mondiaux, en Europe et en France en particulier, on arrivera à les créer que par une chaîne de financement très solide, des tours de seed jusqu'au tour pré-IPO et à l'introduction en bourse. Donc aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe sur les marchés cotés, toute l'année 2022, pour les sociétés technologiques non rentables, a été difficile. Et vous en parliez précédemment, il y a un rebond du Nasdaq sur ces derniers jours, mais il y a quand même eu aujourd'hui une baisse qui fait qu'on a tendance à avoir un léger décalage entre valorisation sur les marchés cotés et valorisation non cotée. Ce décalage peut être justifié pour des sociétés qui sont en très forte croissance, avec beaucoup de cash runway et qui ont de la visibilité sur les prochaines étapes. Tout l'enjeu du crossover, c'est réussir à fluidifier ces marchés, que ce soit du côté ou non côté ou non côté.
pour pouvoir donner des réponses. Et en fait, il y a eu quelques succès en Europe d'introduction en bourse de sociétés françaises. Il y a une partie de ces sociétés qui se sont introduites en bourse au Nasdaq. Il y a des enjeux aussi de réussir à faire des introductions en bourse c'est même l'enjeu, en Europe. Alice. Donc, Adyen a été un bon exemple de très belle réussite. Dans le monde des paiements. Dans le monde des paiements. Donc, il peut y en avoir plus. Mais ça va devoir être accompagné par plus de capitaux et plus de capitaux européens, parce qu'aujourd'hui, les fonds crossover sont quand même en grande partie des fonds américains ou des fonds asiatiques. Et pareil, au niveau de l'asset management, il y a encore les sociétés technologiques les plus grosses, ce sont des valeurs américaines. Et c'est important pour beaucoup de raisons que les entreprises et les leaders de l'innovation en Europe restent des entreprises cotées et financées en Europe. Je ne vais pas vous emmener jusqu'au débat des retraites et de la capitalisation, etc., de la question des dividendes, mais c'est quand même le sujet. C'est-à-dire que accompagner ces entreprises jusqu'au marché, jusqu'à la bourse et des bourses européennes, parce que vous le dites vous-même, si c'est pour aller se coter au Nasdaq, il y aura le sentiment d'un demi-échec, ou en tout cas d'un succès incomplet, j'imagine. Je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui se dirigent vers une introduction en bourse au Nasdaq et pour lesquelles ça marche très bien. Ouais. Disons que c'est pas le Nasdaq correspond pour des sociétés dans le domaine du logiciel qui sont très américaines dans leur base de clients. Le Nasdaq peut sembler être une trajectoire pertinente. Pour d'autres sociétés qui ont un modèle plus européen, il y a plus de questions sur est-ce que c'est pertinent pour... Est-ce que le marché américain reconnaîtra la valeur de ma société européenne montée sur un modèle européen? Oui, donc l'enjeu, c'est d'avoir, de même qu'on a des champions industriels européens cotés sur nos places européennes, il faut qu'on arrive à avoir la même chose en Europe, et il y en a déjà. On n'est pas... Non, mais bien sûr. Qu'est-ce que ça change pour une entreprise, justement, d'être accompagnée par des investisseurs comme vous, Revalia, et des investisseurs crossover, justement, Alice? C'est on a pu évoquer quelques éléments de création de valeur qui sont apportés par ces fonds. Donc, c'est cette perspective de long terme. Ouais. C'est aujourd'hui, on a une société, par exemple, Dataiku, qui a levé un tour en fin d'année dernière avec Wellington. Wellington, c'est un investisseur qui va être là, qui a des poches très profondes, qui va pouvoir être là au moment de l'introduction en bourse. Donc, c'est s'entourer de personnes qui vont pouvoir rester dans le temps et transformer ces sociétés, aider à la transformation qui va se faire petit à petit. Et on sait que l'introduction en bourse, il faut quand même qu'elle soit réussie pour continuer à attirer parce que le fait d'avoir le bon pricing au moment de l'introduction en bourse, ça va être aussi quelque chose qui va être monitoré par les asset managers. Et si tout le monde perd de l'argent dès le début, en fait, ça va refroidir certains. Donc, il faut mettre toutes les chances de son côté. Et donc, ces investisseurs vont pouvoir aider à mettre toutes les chances de leur côté. Et après, ce ne sont pas les seuls à participer à cette catégorie-là. Les fonds de venture sont très importants sur beaucoup de tours de financement, les asset managers aussi. Mais en tout cas, c'est préparation à cette transition. La cheville ouvrière, effectivement, entre ces deux univers, le monde non coté et le monde coté. Merci beaucoup déjà pour cet éclairage qui nous permet de mesurer un peu mieux ce que représente l'investissement crossover. Alors, dans le monde anglo-saxon, il existe depuis longtemps. En Europe, il est en train de monter en puissance et de rattraper peut-être une partie de son retard. Il y a également toute la dimension soutenable dans l'investissement, dans l'innovation, mais on pourra en reparler une prochaine fois. Ça fait partie de la ligne de conduite que vous êtes fixée chez Revalia pour mener vos investissements dans la tech durable, sustainable, comme on dit en anglais. C'est vrai qu'on ne trouve jamais le terme idéal pour traduire ce mot en français, mais en tout cas, la notion de durabilité est importante dans vos investissements. Merci beaucoup, Alice Albizati, d'être venue nous voir pour évoquer donc ce sujet de l'investissement crossover. Vous êtes associée et cofondatrice de Revalia. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.